Bonjour, c'est Hugo Davis-Blou pour le cinéma et aujourd'hui je remercie le MacGuffin, une librairie spécialisée dans le cinéma, de nous accueillir pour pouvoir parler de notre sujet. Et en l'occurrence, notre sujet c'est le héros de cinéma par le biais d'un héros très particulier, James Bond. James Bond, il a la particularité de venir d'un roman de Ian Fleming. Ian Fleming, qui était donc un ancien espion. Et donc c'est fort de son expérience en fait, qu'il a construit ces romans à succès avant de devenir le grand personnage de cinéma que l'on connaît. L'une des particularités de James Bond, c'est qu'il naît dans une période très particulière, très spécifique, qui est la guerre froide. À l'époque de Ian Fleming, lorsqu'il écrit ses romans, il y a vraiment deux blocs qui s'affrontent, l'une et l'autre. Le bloc américain, en fait, le monde libéral, capitaliste, et le bloc communiste. Je pense qu'il doit écrire encore sous Staline, en tout cas sous Khrouchtchev. Et dans le même contexte, il y a aussi toute la décolonisation qui se poursuit jusqu'au courant des années 60-70. Et donc en fait, c'est un monde en pleine mutation, et c'est un monde qui est très très sur les dents, car c'est un monde qui se nucléarise. Les Américains ont bombardé Hiroshima, certains le considèrent comme le premier véritable acte de la guerre froide, c'est-à-dire c'était une démonstration faite pour les Russes. Et Staline est parvenu à faire obtenir son pays, enfin son bloc, la bombe, et il y a une montée en armement, il y a une course à l'armement qui se joue, et donc il y a beaucoup de tensions qui se jouent entre les deux blocs. Et on a très très peur à cette époque de la guerre nucléaire, tout simplement. Et donc, ces deux blocs, qui sont symbolisés par une cicatrice au centre de Berlin, qui est le fameux mur, le mur de Berlin, qui symbolise vraiment la rupture entre ces deux mondes, le fait que ces deux mondes ne se communiquent pas, ne communiquent pas l'un avec l'autre, s'espionnent. Ils s'espionnent énormément. Les Russes ont besoin de savoir où en sont les Américains technologiquement, pour pouvoir s'approprier aussi les technologies et améliorer et être meilleurs qu'eux. Et de même, les Américains ont besoin d'en savoir où en sont les Russes pour eux-mêmes toujours pouvoir répondre, ne jamais être distancés. Et donc, c'est vraiment les années 50 et les années 60, c'est vraiment l'âge d'or des espions, véritablement. Il y a tout un tas de légendes qui circulent sur eux. Et Ian Fleming a donc pris parti à cet âge d'or. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a donné lieu à la création de ce fameux personnage de James Bond, qui est l'incarnation même de l'idée romanesque qu'on se fait d'un espion. D'ailleurs, la particularité, c'est qu'un jour, on a demandé à Ian Fleming si James Bond agissait dans la réalité réelle. Comment ça se passerait ? Il avait dit, si j'ai bonne mémoire dans cette interview, il serait mort très très vite, très rapidement. Donc c'est tout ça pour dire que Ian Fleming, quand il écrit James Bond, a parfaitement conscience de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il romantise, il a conscience des avantages et des limites de son personnage. Il cherche à impacter l'imaginaire des gens, pas forcément à reproduire quelque chose d'ultra fidèle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période des années 50 et des années 60, c'est une période de très grande paranoïa. C'est-à-dire donc Staline déjà par lui-même est un immense paranoïaque, tout le système totalitaire repose sur la paranoïa, mais en Amérique aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on appelle le macartisme, la chasse aux sorcières, où on a peur véritablement du communisme, des Américains qui sont communistes, de l'infiltration par les communistes. Et donc on peut voir le personnage de James Bond, un héros très romantique, ce qu'on peut appeler aussi une espèce de garissou. Aujourd'hui le langage moderne dit garissou, c'est quelqu'un qui n'a aucun défaut, qui est extrêmement fort quoi qu'il arrive. C'est une manière de se réapproprier quelque chose qui est très angoissant. Cette période très angoissante où on s'espionne, on ne sait pas où est le traître, s'il y a un traître, on ne sait pas s'il va y avoir une troisième guerre mondiale thermonucléaire. Parler de cela au travers du cinéma, au travers d'un personnage extrêmement fort qui y arrive quoi qu'il arrive, qui gagne quoi qu'il arrive, c'est une manière d'accepter cette réalité, de se distraire de quelque chose de très angoissant, de se réapproprier la réalité pour vivre un peu mieux. La particularité de James Bond, c'est 50 ans de carrière au cinéma
Et c'est 25 films officiels. Officiels parce qu'il y en a des plus officieux, et je ne compte même pas la quantité de parodies qu'il y en a eu. Dernièrement, OSS 117 avec Jean Dujardin, par exemple. Et en fait, la particularité de James Bond, donc, qui est cette série de films, donc une véritable saga, qui ne se suivent pas jusqu'à Daniel Craig, mais on y reviendra, qui a pour particularité uniquement ce personnage de James Bond, cet espion qui réussit toujours, c'est qu'il traverse donc plusieurs décennies, 5 décennies, et au travers elles, c'est 5 décennies d'esthétique et de manière de faire du cinéma. Et c'est ça qui est très intéressant dans la saga James Bond, et en quoi et pourquoi est-ce qu'il faut revoir l'intégralité des films, au-delà des histoires qui sont, au-delà des histoires formelles, concrètes des films scénaristiques. C'est-à-dire qu'on commence par des films qui sont des adaptations de romans, tels qu'on pouvait les faire à l'époque. Quand on regarde l'esthétisme, les couleurs, la mise en scène, plutôt lente, ça vous évoquera parfois certains films de David Lean, comme par exemple Laurence d'Arabie. Puis là, on est sur le haut du pavé. Ce sont les grandes fresques, les grands moments d'aventure, quelque part. C'est ça, les premiers films avec Sean Connery. Et puis, plus on avance, plus le personnage de James Bond, scénaristiquement, va s'émanciper, si je puis dire, des romans de Ian Fleming. On va changer d'acteur, car Sean Connery commence à devenir relativement âgé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que le personnage de James Bond s'émancipe, les techniques cinématographiques changent. On est sur de la back projection un peu classique. On sent la qualité des effets spéciaux qui aujourd'hui sont un peu dépassés dans les premiers, mais qui vont à s'améliorant. Vis-à-vis de Roger Moore, on sent aussi les mutations du nouvel Hollywood, dans Moonraker par exemple. Il est évident que ceux qui ont écrit et puis tourné Moonraker avaient vu le Star Wars de George Lucas. Par la suite, on peut même percevoir les films avec Pierce Brosnan comme une espèce de réinvention, de métamorphose du film d'action, comme ça se faisait à l'époque des années 90. Il y avait eu le cinéma hongkongais, même si évidemment Pierce Brosnan ne fait pas de kung-fu, il y avait une autre manière d'envisager le cinéma d'action. John McTiernan était passé par là avec son John McClane, qui n'est pas un James Bond, mais qui lui aussi fait partie de ces personnages qui ont été influés, je pense, par ce personnage de James Bond. Et en fait, on peut voir chacun des 25 films de James Bond comme autant de preuves documentaires, si je puis dire, de la manière dont on fait des films d'action, des films d'aventure, des films d'espionnage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun de ces films, pas chacun, mais mixte plusieurs genres, c'est-à-dire qu'on ressent dans les différents films, notamment lorsqu'ils s'écartent des romans de Ian Fleming, les influences des autres films. Par exemple, les aventures de Timothy Dalton, typiquement, il y a eu le Scarface de Brian De Palma, car dans le premier ou dans le second film de Timothy Dalton, il a affaire à un empereur de la drogue. Et typiquement, on ne peut pas s'empêcher de penser au Scarface de Palma, mais y compris à sa violence. Car et ça, c'est une autre particularité de James Bond, dans le cinéma américain, notamment par rapport aux héros. C'est un des rares héros qui a le permis de tuer. Donc, qui dit permis de tuer, dit carrément devoir de tuer ses ennemis. C'est particulier parce que ce n'est pas spécialement noble pour un héros de tuer. Les militaires le font dans les films, et généralement, les militaires le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont été attaqués par les Japonais à Pearl Harbor. Enfin, il y a toute une dimension, vous voyez, de défense contre le communisme, là encore. Généralement, les héros n'ont pas le devoir de tuer, ils tuent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix dans le classicisme, on va dire. Tandis que le personnage de James Bond, il a le devoir de tuer, parce qu'il a le permis de tuer. Ça fait partie de son métier, ça fait partie de son être, si je puis dire. Et donc, un des intérêts de ce personnage, c'est qu'il a tout un aspect très séducteur, très intelligent, très rationnel et cultivé, mais il a aussi ce caractère extrêmement froid et presque lugubre. Ça crée un formidable contraste. Donc, même si le personnage est un garissou, comme on disait plus tôt, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est extrêmement fort et qui réussit tout, il a aussi une véritable subtilité. Il est porteur d'une complexité. C'est ce rapport à la mort. C'est-à-dire qu'il a tout, mais il n'a aussi pas le rien, mais il a aussi la mort avec lui, quelque part. Il a tout au point d'être une forme d'incarnation de la mort. Il a le droit de tuer aussi parce qu'il est tout, parce qu'il est supérieur aux autres, quelque part. Voyez ? Et donc, au-delà de ça, on peut sentir une certaine assurance de soi dans le personnage de James Bond. On peut dresser un parallèle entre son assurance de soi et l'assurance de l'Amérique.
de l'époque, qui est une superpuissance ou de l'assurance des superpuissances qui, parce qu'elles ont toute la puissance, s'octroient le droit même de tuer. Et c'est toute la beauté de ce personnage, au-delà aussi de l'humour. Alors, un humour un peu rétrospectif. Quand on voit certains films, notamment de Roger Moore, deuxième partie, c'est-à-dire après Moonraker, ou certains Sean Connery vers la fin, avec les fameux effets spéciaux, ou Sean Connery qui s'habille en chinois, vous savez, ou en japonais, je crois, vous savez, quand il fait 1m80 qui se met les yeux bridés et ainsi de suite, c'est assez spécifique, quoi, quand même. Ça fait un humour involontaire. Mais il y a aussi une forme d'humour qui est volontaire et qui correspond à l'époque. Moi, je pense notamment au film au Goldfinger, qui a beaucoup de énième degré, si je puis dire, qui est aussi un peu la quintessence de cette espèce d'esprit pop, de l'art pop, quelque part, des 60s, de l'assurance. C'est avant disons, qu'il y ait la vidéosurveillance, c'est avant qu'il y ait la déconfiture du Vietnam, c'est au moment où il y a la libération sexuelle qui est en train de véritablement s'ancrer, et quelque part c'est un film de casse. La manière dont le scénario est construit, on s'écarte un peu déjà de l'affrontement Est-Ouest, comme ça avait été dans Bon baiser de Russie, film demandé par John Candy d'ailleurs à l'époque, et même Dr No, c'est la course au nucléaire. Le Dr No, c'est un fameux méchant de James Bond qui cherche à construire des armes nucléaires. Dans Goldfinger, c'est un Allemand, un homme à fort accent allemand, qui va faire un braquage, il va braquer Fort Knox, il va endormir tout un État ou essayer d'endormir. Ses pilotes, Pussy Galore, d'ailleurs le surnom Pussy, c'est très peu subtil, comme surnom. Et c'est une métaphore aussi d'une certaine homosexualité, telle qu'elle est représentée. On a l'impression qu'elle et ses pilotes féminines sont des lesbiennes que James Bond va convertir. D'ailleurs, elle lui dit non quand elle couche avec elle, mais lui dit oui, techniquement c'est un viol. C'est pas techniquement, c'est un viol. Mais comme James Bond est James Bond, elle lui pardonne. Donc il y a aussi quelque chose de vraiment subversif là-dedans, hein, de revoir James Bond aujourd'hui. C'est certaines séquences, ça vous fait un peu étrange, étant donné les normes actuelles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc ce Goldfinger, c'est un mélange donc de l'espionnage, du film de braquage, qui évoque aussi les braquages à l'ancienne, des années 30, mais à la sauce des années 60, avec le libéralisme, ou avec le côté babacool, enfin pas babacool, mais le côté psychédélique, si je peux dire, des années 60. Quelque part, moi, quand je vois Goldfinger, j'ai l'impression que les scénaristes avaient pris du LSD. Ça pourrait, peut-être, allez savoir. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, très intéressant, par rapport à la période Roger Moore, on a eu le Vietnam à la fin des années 60, et ce sont les films qui sont parmi les plus légers. La paranoïa est extrêmement forte, la société américaine doute, il y a des nouveaux cinéastes comme Coppola avec avec ce film qui a eu la Palme d'Or, son nom m'échappe, mais tu remettras le Conversation secrète, où tout le film discute de la société de surveillance. Il y a une véritable paranoïa par rapport à ces nouvelles technologies. Ces paranoïas ne sont pas véritablement présentes dans les James Bond de Roger Moore. Et à l'inverse, il y a beaucoup de ce côté second degré et de cet humour qui sont présents parce qu'on essaie véritablement de détendre les champs. On essaie de changer d'esprit, quelque part. Monsieur Q. Très important aussi dans les James Bond, c'est que James Bond n'est pas le seul personnage récurrent dans James Bond. Il y a aussi les personnages secondaires, 2 personnages secondaires très importants. M, qui a majoritairement été un homme, sauf bien sûr avec la période Pierce Brosnan et Daniel Craig, où c'était une même actrice qui incarnait M à ce moment-là, et aussi Q. Q, c'est un personnage important, et souvent quand on est enfant, moi je me rappelle enfant, mon James Bond à moi, c'est Pierce Brosnan. Moi, j'étais très jeune, j'étais enfant quand les James Bond sortaient, les James Bond de Pierce Brosnan, et le moment que j'attendais absolument, c'était le moment où Q allait lui faire la démonstration des gadgets, les fameux gadgets. Et cela montre aussi un certain rapport à la technologie, c'est-à-dire ce sont des technologies qui, pour l'époque, sont extrêmement avancées, mais on s'en amuse, là encore. Enfin, on s'en amuse. C'est utile à tuer, mais et quelque part, on s'amuse de ces technologies qui sont utiles à espionner et à tuer. Donc, quelque part, par rapport à ce que je disais plus tôt, la raison pour laquelle on ne discute pas véritablement, je pense, de cette paranoïa par rapport aux nouvelles technologies, c'est que fondamentalement, les technologies ont un rôle crucial dans le James Bond. C'est un rôle extrêmement jouissif
positif, si je puis dire, on tue quand même avec les nouvelles technologies, mais jouissif, qui accompagne justement la puissance de James Bond. Il est puissant parce qu'il a aussi tous ces bijoux de nouvelles technologies. Sean Connery, bien évidemment, George Lazenby, qui n'a eu qu'un seul rôle. Ça s'est très mal passé par la suite. En fait, ce qui s'est passé avec George Lazenby, c'est que ça lui était beaucoup monté à la tête, et le film qu'il a fait au service secret de Sa Majesté n'a pas vraiment marché. Et par la suite, Sean Connery est revenu pour une dernière fois incarner James Bond. Après, on est passé à Roger Moore, ensuite Timothy Dalton, qui a eu seulement 2 moments, James Bond, Pierce Brosnan, bien évidemment, mon James Bond, et celui des enfants des années 90, et dernièrement Daniel Craig. Et en fait, l'intérêt, c'est que chacun de ces personnages sont plus ou moins porteurs de la mémoire de l'ancien, c'est-à-dire que James Bond ne vieillit jamais. Au début des films de Roger Moore tue le méchant qui affrontait Sean Connery, qui était Blofeld, que l'on voit sous les traits de Telly Savalas face à George Lazenby, bien évidemment. Et donc, c'est tout ça pour dire que plus qu'une mémoire, la mémoire est un écho. Quelque part, c'est des jeux d'écho avec les précédents. C'est ce qui forme la mémoire de James Bond, à l'exception de Daniel Craig. Mais je vais y revenir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs représentent quelque part, à la manière des films, de l'esthétique des films, certains canaux de beauté, certaines attentes d'un mâle viril, si je peux dire. Ça, on se souvient de Sean Connery avec son torse très très poilu. Ça, on en parle. George Lazenby, qui était un mannequin qui ressemblait probablement un peu trop à Sean Connery pour réussir en réalité. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois que c'était Hitchcock qui avait été un petit peu ennuyé parce que justement de caster Cary Grant pour son film North by Northwest, parce qu'il ressemblait lui aussi à Sean Connery. Faut pas oublier que toutes les caricatures de James Bond ou toutes les films qui s'inspirent de James Bond, c'est très très large. Même des grands auteurs comme Hitchcock l'ont fait, parce qu'ils se rendaient bien compte de l'impact qu'avait le personnage sur l'esprit du public. Roger Moore a un côté un peu plus british, un peu plus débonnaire. Justement, on lui fait plus confiance. Timothy Dalton a quelque chose de plus violent, de plus sec, si je puis dire, de plus tranchant. Il est plus violent, car à l'époque où il faisait les films, c'est là où il y avait eu toute la Hammer qui était passée par là, il y avait eu beaucoup de violence. Les films de Timothy Dalton sont plus violents. Je crois que c'est un de ceux où il tue le plus. Avec Pierce Brosnan, on revient avec un style plus English, vraiment avec une espèce d'humour beaucoup plus caustique. Et enfin, avec Daniel Craig, là, c'est une violence. Je crois que Daniel Craig avait expliqué quand il s'était entraîné pour le rôle, il avait dit à son entraîneur, je veux que quand on voit James Bond, on soit convaincu qu'il puisse tuer. Voilà, c'était ça son entraînement. Donc c'est une violence qu'il porte au niveau de son corps, c'est quelque chose de très brut, James Bond. En fait, c'est un James Bond beaucoup plus brut, mais c'est aussi à peu près normal puisque c'est un retour aux sources, puisque ce Daniel Craig-là repart des romans avec Casino Royale. Casino Royale qui avait déjà été adapté, mais pas officiellement, les premières adaptations de Casino Royale n'appartenaient pas à la saga des 25 films. C'était des aventures parallèles. Et là-dessus, je me permets aussi de parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Pierce Brosnan, on commence à s'interroger sur le rôle de James Bond dans un monde qui change. Car jusqu'à Pierce Brosnan, même si James Bond n'est pas aux prises avec les Russes ou avec des éléments concrets de l'autre camp, si je puis dire, le fait que l'on est dans un monde bipolaire est là. James Bond visite le tiers-monde à un moment, quelque part. Il s'aventure dans le tiers-monde. C'est un monde étranger qui est différent du monde bipolaire, mais la bipolarité du monde est toujours présente. Or, en 89, le mur de Berlin s'effondre, l'espionnage, donc l'âge d'or de l'espionnage, tout ça, ça se termine, on passe dans un monde complètement différent. Et donc, ce qui est très intéressant avec GoldenEye, c'est que tout le film s'interroge justement sur le rôle de James Bond et, au travers lui, le rôle, le type de héros de James Bond dans un monde moderne. Qu'est-ce qu'il devient, James Bond ? Qu'est-ce que ce pouvoir de James Bond, ce pouvoir absolu veut dire dans un monde où il n'y a plus la guerre froide, où il n'y a plus cet affrontement de bloc contre bloc ? Quelque part, on questionne l'hyperpuissance américaine. Qu'est-ce que c'est ?
À quoi est-ce que ça va servir? Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'il y a une mutation, un changement vis-à-vis des technologies. Déjà avec Pierce Brosnan, notamment les technologies informatiques, l'un des méchants principaux, en fait, dirige des médias. Un mania des médias qui organise des guerres pour justement se faire plein d'argent avec la médiatisation de cette guerre. Je simplifie. Donc déjà, il y a cette dimension d'une technologie ou de représentants des technologies qui échappent au contrôle et qui deviennent quelque part l'ennemi. De même, l'ennemi de Meurt un autre jour, je crois que c'est ça le titre, le dernier Pierce Brosnan, utilise un satellite qui est utile pour, là on est presque dans le nanar dans celui-là, mais quelque part, Meurt un autre jour correspond un peu, c'est un peu le Goldfinger des années 2000, moi je trouve. C'est un peu nanardesque, c'est un peu LSD-esque si je puis dire, mais ça a aussi son charme. Et là on voit un énorme satellite qui utilise pour faire péter les mines pour que la Corée du Nord envahisse la Corée du Sud et ainsi de suite. Donc déjà on voit que la technologie a aussi un penchant extrêmement négatif et peut être extrêmement dangereux. Et tout ça, il y a une espèce d'acmé de tout cela avec Daniel Craig. Ce qui est intéressant, c'est que Daniel Craig, ça commence justement avec un minimum de nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on en a, mais très peu. C'est un film plus d'espionnage, si je puis dire. Il y a une violence véritablement brute. Avec la suite Quantum of Solace, c'est une suite vraiment directe. D'ailleurs, la particularité de Daniel Craig, c'est que c'est une forme de reboot des précédents James Bond, c'est-à-dire qu'on se rattache au Ian Fleming en oubliant plus ou moins, pas plus que moins, les James Bond précédents. On y fait référence de temps à autre dans les films, pas que de temps à autre d'ailleurs, notamment dans Quantum of Solace, une des femmes meurt entièrement noyée dans le pétrole. Dans Goldfinger, c'est une femme qui est noyée dans l'or, si j'ai bonne mémoire. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'actrice, c'était très dangereux, parce que c'était une véritable, je crois, processus. Il y avait vraiment de l'or dans la peinture avec laquelle on l'a recouverte, et on n'avait pas peint très peu de zones de son dos pour que la peau puisse respirer. Elle a vraiment risqué sa vie en faisant ça. Et donc, tous les Daniel Craig font des références justement à ses précédents James Bond, et il y a cette idée que James Bond est dépassé. Il est trop vieux, il n'appartient plus à ce monde, il n'est plus utile, jusqu'au dernier film justement qui met en scène, je crois, les nanotechnologies et la dangerosité des nanotechnologies qui ont raison au final du personnage de James Bond, car, et alors ça, n'est-ce pas une hérésie, James Bond meurt à la fin de la période Daniel Craig. Daniel Craig l'a probablement demandé pour qu'on lui foute un peu la paix avec ce James Bond. Il avait envie de passer à autre chose. Ça et un gros chèque. Mais bon, ça, il a bien fait d'en profiter, moi je dirais. Et en fait, ça pose une question. James Bond, c'est un héros qui a traversé les âges et qui ne meurt pas. C'est le principe du héros normalement, de ne pas mourir. C'est le principe du héros. Alors certes, ça se discute ce que je dis, mais le principe du type de héros qu'incarne James Bond, c'est qu'il ne meurt jamais. Ils l'ont fait mourir parce que de cette manière, l'acteur ne peut plus l'incarner. Mais James Bond, c'est aussi un chiffre, c'est 007. Et quelque part, la finalité de ce James Bond, c'est de dire que tout le monde, quelque part, peut être un James Bond. Et ce faisant, il épouse un petit peu des points de vue, des modes très contemporaines qui ont, à mon sens, détruit Star Wars en partie. C'est que tout le monde peut être un Jedi, tout le monde peut être un espion, tout le monde peut changer de sexe, tout le monde peut être ce qu'il veut. Ça rejoint un petit peu cette idée de que tout le monde peut être un James Bond et tout le monde peut se retrouver en James Bond, tout le monde pourrait l'incarner. Moi, je ne suis pas convaincu, personnellement, car si tout le monde peut être James Bond, alors James Bond n'est plus rien. James Bond n'est plus personne. James Bond n'est plus un héros. Et donc, je suis curieux de voir la manière dont les choses vont se poursuivre. Je sais qu'Amazon a décidé de reprendre les choses, qu'ils ont décidé de potentiellement s'éloigner de la tradition, justement, instaurée et par les films et par les romans de Ian Fleming. Donc, est-ce qu'avec ça, on ne va pas perdre en saveur, on ne va pas perdre, justement, ce qui fait le sel de James Bond, qui est son identité. C'est-à-dire que si tout le monde peut incarner James Bond, alors James Bond perd en identité, et donc il perd ses particularismes, et donc il perd ses raisons d'être.